Comment changer l'interpolation d'une keyframe dans le level séquence avec C++ dans Unreal? Parce que même si c'est bien de pouvoir utiliser les modes d'interpolation par défaut, c'est encore mieux de pouvoir tweaker les curves comme on veut et les faire exactement ce qu'on veut. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 30 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici le code. Donc, comme d'habitude, je suis dans un header file complètement vide, sauf la fonction qu'on va créer aujourd'hui. Oui, juste une fonction, mais il y a beaucoup de paramètres. Ah oui, et aussi, on a besoin d'un petit include ici en haut pour pouvoir avoir accès aux deux enums qu'on va utiliser dans notre fonction pour le intermode et le tangent mode. Donc, ici, j'ai mon petit include, le realcurves.h, et ensuite, j'ai notre petite fonction ici. Notre fonction va faire plusieurs choses, mais je l'ai nommée set keyframe interpolation in transform track. Donc, on va setter l'interpolation d'une keyframe qui se trouve à l'intérieur d'une track de transform. Pour pouvoir faire la fonction, on va devoir lui passer le path du level séquence, l'acteur sur lequel se trouve la track de transform, la section de la track de transform qu'on veut modifier et le channel de cette section-là qu'on veut modifier. Donc, est-ce que c'est la location X, Y, Z, rotation ou le scale? Ensuite, on a besoin du numéro de la frame qu'on veut modifier, la valeur qu'on veut appliquer à notre keyframe, ensuite l'interpolation qu'on veut appliquer à notre keyframe, les tangentes qu'on veut appliquer à notre keyframe, et finalement les valeurs de nos tangentes, donc les valeurs de nos tangentes d'arrivée et de sortie. Voilà, et c'est tout pour notre fonction dans le header file. Maintenant, on peut passer au CPP, et comme d'habitude, on va commencer par nos includes. Et le premier include qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le code de la vidéo 30 de notre série. Donc, on va inclure cette petite include-là juste ici, et ensuite, on va avoir besoin de tous ces includes-là. Donc, comme d'habitude, on a les level séquences, movie scene section, parce qu'on veut les modifier. Aujourd'hui, on va modifier la movie scene 3D transform section, donc on va utiliser cet include-là. Ensuite, on va avoir besoin du channel proxy pour obtenir le channel qu'on veut modifier, et le channel qu'on veut modifier aujourd'hui, c'est le double channel, parce que c'est les channels qui sont utilisés à l'intérieur de notre transform section. Donc, ces includes-là sont vraiment spécifiques à notre track de transform, mais toute la logique qu'on va faire va être relativement la même d'une track à l'autre. En fait, ça va être exactement la même. Modifier l'interpolation d'une keyframe, c'est toujours la même chose, peu importe le type de track que vous essayez de modifier. Ben, dans notre cas aujourd'hui, on va seulement faire la track de transform juste pour garder les choses un petit peu simples. Voilà, donc là, c'était tous les includes qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin du movie scene track et du level séquence dans le build.cs. Donc, on va aller faire sûr qu'ils sont là. Donc, ici, j'ai mon level séquence, j'ai mon movie scene et mon movie scene track. J'ai tous les includes que j'ai besoin dans mon build.cs. Si jamais vous les avez pas, faites juste les ajouter. Et maintenant, on peut passer à notre fonction. Donc, notre set keyframe interpolation in transform track. La première étape, ça va être d'obtenir notre section qui se trouve à l'intérieur de notre track. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la fonction qu'on a écrite dans la vidéo 30 de la série. Donc, get transform section from acteur in level sequence. Je lui passe le path du level sequence et l'acteur ainsi que l'index, la section que je veux retrouver. Et ça devrait me retourner une section. Si la section n'est pas valide, je ne pourrai pas modifier une keyframe qui est à l'intérieur parce que la section n'existe pas, évidemment. Donc, je vais retourner immédiatement. Si la section est valide, là, on va essayer d'obtenir le channel qu'on veut modifier à l'intérieur de cette section-là. Donc, pour obtenir le channel, je vais demander à ma section de me donner son channel proxy. Et le channel proxy, je peux lui demander de me donner un channel. Le channel, ça va être de type fMovieScene double channel parce que c'est un channel de double qui se trouve à l'intérieur de notre track de transform. Et ensuite, il faut lui passer l'index du channel qu'on recherche. Donc, mon channel index que j'ai juste ici, juste pour faire sûr que vous vous rappelez, le channel index correspond à la valeur que vous voulez modifier à l'intérieur de votre transform. Donc, le channel index 0 correspond à la location X, le channel index 1 correspond à la location Y, channel index 2 correspond à la location Z, et ainsi de suite. Donc, voilà, on a notre channel ici. Donc, c'est soit la location rotation scale et X, Y et Z, dépendant de ce qu'on veut. Et ensuite, une fois qu'on a notre channel, là, on peut essayer de retrouver notre keyframe qui est à l'intérieur du channel pour essayer de la modifier. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut convertir notre frame ici en frame number. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir accès au nombre de ticks qu'il y a pour chacune de nos frames parce que le séquenceur fonctionne en ticks et non en frames. Donc, il faut obtenir le nombre de ticks qu'il y a pour chacune de nos frames à l'intérieur du level séquence. Donc, je vais loader mon level séquence en utilisant l'object outermost de ma section parce que ma section se trouve à l'intérieur du level séquence et le dernier objet de la hiérarchie, c'est le level séquence. Donc, je peux simplement l'obtenir de cette façon. Et une fois que je le casse en level séquence, ça devrait me donner mon level séquence. Mon level séquence, je peux l'utiliser pour calculer le nombre de ticks qu'il y a pour chacune de mes frames. Et une fois que j'ai mon nombre de ticks pour chacune de mes frames, je peux déterminer mon frame number, qui est techniquement juste la frame que j'ai reçue en input multiplié par le nombre de ticks qu'il y a pour chacune de mes frames. Et une fois qu'on a ce frame number-là, là, on devrait être capable de retrouver notre keyframe à l'intérieur du level séquence en utilisant ce frame number-là. Et donc, je vais scroller un tout petit peu juste ici. Et pour obtenir notre keyframe à l'intérieur de notre channel, il faut simplement demander à notre channel de nous retourner toutes les keyframes qui sont à cet endroit-là. Donc, notre frame number ici, c'est l'endroit où notre keyframe devrait se retrouver. Donc, on fait simplement lui dire, OK, donne-moi toutes les clés qui sont à cet endroit-là. Et la fonction va simplement retourner toutes mes keyframes à l'intérieur de ma petite variable de keyHandle que j'ai juste ici.
Elle nous retourne aussi les times de chacune de nos clés, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc, on va juste utiliser les keys handle. Et une fois qu'on a nos handles, là, on peut looper à l'intérieur de toutes les handles qu'on a et on va modifier notre keyframe qui se trouve à l'intérieur de ces handles-là. Techniquement, on devrait en avoir juste une, vu que notre range de frame ici commence et se termine sur la même frame. Donc, voilà, ça devrait nous retourner notre handle de notre keyframe. On loupe à l'intérieur de tous nos keyframes. Et pour pouvoir modifier notre keyframe, c'est un petit peu de trouble parce qu'il faut premièrement commencer par obtenir l'index de notre clé. Donc, c'est un petit peu étrange, mais bon, on peut demander au channel de nous donner l'index de notre handle. Donc, on convertit notre handle en index. Ça va nous donner l'index de notre clé. Et une fois qu'on a l'index de notre clé, là, ce qu'on peut faire, c'est modifier les valeurs de notre clé. Donc, dans notre channel, on obtient le data de notre channel, encore une fois. Ensuite, on obtient les valeurs qui sont dans notre data. Et dans nos valeurs de notre data, on a la valeur qui correspond à l'index qu'on vient de calculer juste avant. Et ensuite, on peut setter le data de cette valeur-là. Donc, dans mon cas ici, je veux setter la valeur de ma clé. Donc, je vais setter la value en utilisant la value que j'ai reçue en input. Ensuite, je veux setter l'interpolation de ma clé. Donc, je set le interp mode en utilisant le interp mode que j'ai eu en input. Et même chose pour le tangent mode. Je set le tangent mode juste ici. Et une fois qu'on a seté ces trois valeurs-là, eh bien, il nous reste juste à setter les tangentes. Donc, ça va être quoi notre tangente d'arrivée et notre tangente de sortie. Et pour ce faire, je vais me racheter des petites conditions parce que dépendant du type de mode de tangente qu'on veut utiliser, on ne veut pas appliquer les mêmes valeurs parce que, par exemple, quand que les tangentes devraient être en mode automatique, on ne devrait pas vraiment les setter. On devrait juste les laisser vides. Donc là, je les laisse à 0, le arrive tangent et le leave tangent. Je les mets à 0. Comme ça, Unreal va les calculer pour nous automatiquement vu que le mode va être en automatique. Donc, si le mode est en automatique, je vais simplement ignorer les deux arrive et leave tangent que j'ai reçus en input et je vais les remplacer par des 0. Mais par contre, si le mode n'est pas automatique et que, par exemple, il est seté en mode user, donc le user devrait pouvoir déterminer c'est quoi les tangentes qu'il veut utiliser. Eh bien, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est répliquer le même comportement qu'il y a dans l'éditeur, dans le level séquence, quand vous convertissez vos clés en user. Unreal vous donne seulement la possibilité de modifier une des deux tangentes et l'applique aux deux pour la tangente d'arrivée et la tangente de sortie. Donc, c'est ce que je vais faire ici aussi. Je vais seulement utiliser la tangente d'arrivée et je vais l'appliquer aux deux, à mon arrive tangent et ma leave tangent. Comme ça, les deux tangentes vont utiliser la même tangente et ça va répliquer le même exact comportement qu'on a dans l'éditeur quand on convertit nos clés en mode user. Et le dernier mode qu'on a, c'est le mode break. Et ce mode-là nous donne le total contrôle sur nos tangentes. Donc ici, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais modifier mes tangentes, encore une fois, le arrive et le leave tangent, même façon, mais cette fois-là, je vais utiliser directement les valeurs que j'ai reçues en input. Comme ça, le user va avoir 100% contrôle sur ce que les tangentes vont avoir l'air dans le level séquence. Et c'est tout. En fait, on a terminé. On a appliqué tout le data qu'on voulait appliquer à notre keyframe. Maintenant, je vais juste descendre encore une fois et je vais simplement dire à mon level séquence de se rafraîchir, en fait, à ma section de se rafraîchir en appelant la fonction modify. Donc là, notre section devrait se rafraîchir. Je peux retourner un petit peu plus d'informations à l'utilisateur pour dire que j'ai bel et bien réussi à appliquer tous mes data. Et maintenant, c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester tout ça. Donc, me voici dans Unreal et je sais que ça a l'air un peu chargé, mais c'est pas si chargé que ça. En fait, j'ai juste une scène qui est relativement vide juste ici et j'ai un level séquence qui est en train de jouer en ce moment. Donc, c'est mon level séquence qui est juste ici. À l'intérieur de mon level séquence, j'ai un warrior qui est juste là et aujourd'hui, on va juste focuser sur la location X de notre warrior pour regarder l'interpolation de nos keyframes. Pour pouvoir voir l'interpolation, évidemment, je dois montrer mon curve editor que j'ai juste en haut ici, qui est dans le fond la même chose que ce qu'on voit en bas, mais représenté en format de curve. Et pour pouvoir modifier l'interpolation de notre curve, évidemment, on va utiliser un petit user interface. Donc, on va faire le tour du user interface rapidement. On lui passe le pad du level séquence, on lui passe la frame qu'on veut modifier, la valeur qu'on va appliquer à notre frame, le type d'interpolation qu'on va appliquer à notre frame, la tangente qu'on va appliquer, les tangentes d'arrivée et tangentes de sortie. Et quand je clique sur le bouton de setter les interpolations, ça va appeler la fonction qu'on a créée aujourd'hui. Donc, le set keyframe interpolation in transform track. On lui passe le pad du level séquence, mon warrior. Pour les sections et channel index, je vais utiliser la section 0 et l'index 0. Donc, ça devrait me donner la location X de ma première section de transform qui se trouve à l'intérieur de mon warrior. Donc, aujourd'hui, vu qu'on va garder ça simple, ça devrait bien fonctionner. Ensuite, pour la frame, je vais utiliser ma spinbox de frame. Pour la valeur, je vais utiliser ma spinbox de valeur. Pour l'interpolation, je vais convertir mon int de ma spinbox en interpolation, soit cubique, linéaire ou constante. Pour les tangentes, même chose, je vais convertir ma valeur de ma spinbox pour les tangentes, soit auto, user ou break. Et ensuite, pour le arrive et le leave tangent, je vais prendre directement les valeurs qui sont écrites dans mes spinbox. Voilà, donc là, on va aller voir ce que ça donne. Donc ici, mon warrior, on voit qu'il se déplace de gauche à droite. Il fait juste suivre l'interpolation. C'est une interpolation linéaire en ce moment. Donc voilà, si je clique sur cette interpolation, ça devrait le setter en interpolation cubique en ce moment. Donc on voit que maintenant, c'est smoothé au milieu, juste ici. Et on voit que le warrior, quand il arrive au milieu, il ralentit et il repart après. Et ça, c'est l'interpolation 0. Si je mets en interpolation 1, ça redevient en linéaire. Et ensuite, je peux le mettre en constant. Donc c'est linéaire avant et ensuite, ça devient constant. Donc le warrior ne bouge plus et snap à la fin. Mais bon, la fin, on la voit pas vraiment. Donc il revient directement au début. Mais bon, aujourd'hui, vu qu'on veut jouer
jouer avec les tangentes, je vais le remettre en cubique. Voilà, donc là, on voit que mon wire, il revient à ralentir au début. Maintenant, pour mes tangentes ici, je peux essayer de les modifier, mais ça ne fera rien parce que je suis en interpolation cubique qui est contrôlée en automatique par Unreal en ce moment. Donc ça, c'est le système qu'on a utilisé en ce moment pour notre keyframe. Donc ça fait absolument rien. Donc si je switch mon tangent mode pour être en user control, là, si je set mon interpolation, on voit que la keyframe a maintenant une interpolation différente et on voit que mon wire se déplace beaucoup plus qu'avant. Maintenant, si je remets mes interpolations tangentes à 0, ça devrait faire le même résultat qu'avant et voilà, ça redevient ce que c'était avant. Et là, vous pouvez vraiment contrôler vos tangentes basées sur la tangente d'arrivée. Ça devrait contrôler les deux tangentes et vous pouvez donner le type de curve que vous voulez à votre déplacement ou à vos clés dans votre séquenceur. Donc voilà, ça fonctionne bien. Mais par contre, si je modifie la tangente de fin, on voit que ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas en mode break. Je suis en mode user et le mode user utilise seulement la tangente d'arrivée. Donc là, je vais me mettre en mode break et là, ça devrait me laisser contrôler mes deux tangentes. Donc voilà, on voit que maintenant la ligne est brisée parce que mes deux tangentes sont différentes. Donc on voit que ça fait un effet complètement différent et maintenant vous pouvez contrôler les deux tangentes exactement comme vous voulez. Et évidemment, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez modifier la valeur. Donc vous pouvez augmenter ou descendre la valeur de votre clé du milieu. Donc là, ça pourrait changer le comportement du wire complètement. Il s'en va beaucoup plus loin par la droite et ensuite il revient, même chose si je fais l'interpolation inverse. Et voilà. Donc, ça, c'était comment modifier les valeurs et les interpolations d'une keyframe dans l'éditeur en utilisant C++. Et ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!